bienvenue sur Instinct d'écrivain, c'est votre dernier numéro de l'été de l'Hebdo des écrivains, votre émission de culture, d'information et de divertissement. Et au menu de cette dernière émission, Florian vous décryptera le débat sur les 35 heures. Je vous parlerai d'un de mes coups de cœur favoris sur l'une des plus grandes actrices de sa génération. Et enfin, Florian reviendra pour vous parler du classement du Time Magazine sur les personnes les plus influentes. Florian? Florian? Oh. Tu dors? C'est les vacances, j'en profite. Ok, donc pendant que je le bouscule un peu et que je le réveille, générique. Florian a une nouvelle fois décrypté l'actualité et va nous parler d'un débat qui fait pas mal polémique. C'est celui sur les 35 heures. Et oui, Shannon, et pour cette dernière émission, je voulais parler d'un sujet de société en France. Alors on n'en parle pas beaucoup avec l'art au travail en ce moment, mais c'est dans un magazine Alternatives économiques, un magazine que je vous conseille très fortement. Le contenu est assez facile pour tout le monde, il décrypte l'actualité, et sur le numéro de mai, il parle des 35 heures. Alors on va revenir sur les fondements historiques. Ça a été introduit par les deux lois Aubry de 98 et 2000. Alors il est dit que les 35 heures a permis la création de 2 millions d'emplois. Alors là il faut prendre un peu de recul, oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que ça a permis la création de l'emploi. Alors on dit que on a eu 2 millions d'euros. Alors oui, mais pas vraiment. Parce que c'est un sujet qui est le fruit d'un fiasco politique. Alors on va faire assez rapide, d'abord on va voir ce qu'apportent les 35 heures et on va voir pourquoi ça ne marche pas trop, pourquoi ça ne fait pas l'unanimité. Alors les effets des 35 heures, tout d'abord il y a quand même des effets positifs, c'est un partage entre guillemets de l'emploi entre les chômeurs et ceux qui travaillent entre guillemets trop, c'est-à-dire 39-40 heures, parce qu'il faut savoir qu'en France la moyenne avant 2000 en fait c'était 39 heures de travail. Donc le fait de travailler moins permet de donner du travail à d'autres personnes déjà. C'est également donc plus de temps pour soi, pour s'entretenir, pour entretenir sa famille également, donc être en meilleure santé et être plus productif qu'on ne l'est déjà. Alors en plus, ça sont dans les fondements micro et macroéconomiques, qui dit moins de chômage, donc dit plus de travailleurs, des salaires qui peuvent être plus élevés que les allocations du chômage, donc un pouvoir d'achat plus grand, on consomme et donc etc. C'est un cercle comme ça. Donc ça c'est assez classique, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour autant c'est un fiasco politique parce que les travailleurs à cette époque ne sont pas d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi on réduit leur temps de travail? Est-ce que tu crois que ça les enchante? Bah, ils sont moins payés du coup. Déjà ils sont moins payés et pour certains ça va pas du tout. Ils ne veulent pas être moins payés, ils veulent travailler plus, gagner plus, toujours c'est comme ça. Alors il faut garantir des salaires stables en travaillant moins. Mais là encore c'est les entreprises, ça pose problème puisque si on garde le même salaire avec moins d'heures de travail, bah, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise et elle n'est pas sûre de le supporter. Donc elle se dit bon bah à ce moment-là je préfère pas embaucher puisque je n'aurai pas, parce qu'ils vont me coûter trop cher en fait les travailleurs supplémentaires. Donc ce serait une perte de compétitivité, surtout qu'en pleine mondialisation c'est pas le moment d'augmenter les coûts et tout ça en France comme partout dans le monde. Et pourtant les expériences de réduction de temps de travail marchent dans les pays scandinaves. On a les semaines de 4 jours, 32 heures, on a même le débat en Allemagne sur la semaine de 30 heures. Ça marche. En France on est assez réticent, d'accord, on est assez réticent, c'est déjà ça n'arrive qu'en 2000 les 35 heures déjà, alors que c'est un débat qui date depuis des décennies. Et dans ce livre il y a des personnalités, des députés qui ont signé ils sont pour en fait la réduction du temps de travail. Voilà, je pense que j'écrirai un article dessus que je publierai courant août. Eh bien j'ai hâte de lire cet article parce que c'était très intéressant. Merci Florian. Je t'en prie Shannon.
Rappelez-vous, c'était il y a 1 an, dans la toute première émission, Shannon nous parlait de l'actrice la plus renommée, on va dire, de sa génération, c'était Jennifer Lawrence. Et on termine dans cette 2e saison par une nouvelle actrice, la plus renommée de sa génération également, aux côtés de Jennifer Lawrence. Et Shannon, tu parles bien sûr de Emma Watson. Emma Watson. Et oui, actrice connue pour son rôle mythique de Hermione Granger dans Harry Potter. Et oui, depuis la fin de la saga en 2011, elle enchaîne des rôles pour se retirer son étiquette de Hermione Granger dans Harry Potter. Et du coup, elle a joué dans, par exemple, Le Monde de Charlie, The Bling Ring, Noé, Régression. Et elle jouera prochainement dans Colonia et La Belle et la Bête, que j'attends beaucoup, comme je l'ai montré dans un coup de cœur sur la page Facebook. Mais ce que j'aime chez cette actrice, c'est que malgré son succès au cinéma, elle n'a pas lâché ses études déjà, premièrement. Elle a été diplômée de littérature anglaise en mai 2014. Ah oui, c'est très récent. Oui, bah oui, vu qu'elle a passé quand même 10 ans sur les tournages d'Harry Potter, elle a été un peu retardée sur ses études quand même. Mais elle est de 90, donc elle a 26 ans. Elle a 26 ans, donc elle est toute jeune, ouais. Ouais, mais bon, en mai 2014, elle a été diplômée de littérature anglaise. Et aussi, grande année pour elle, parce que du coup, en 2014, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU Femmes. Ah oui, oui. Donc la même année, elle a prononcé un discours au siège des Nations Unies pour l'égalité des genres et qui a été fortement applaudi. Donc moi j'avais vu le discours, bon du coup je l'avais vu en anglais, donc j'avais pas tout compris, mais j'avais trouvé ça très impressionnant. Ce qu'elle disait un peu, c'était franchement très impressionnant pour une jeune femme. C'est franchement. Et surtout que ça te concerne, ça concerne beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça concerne le futur et c'est très impressionnant pour une jeune femme comme ça. Elle a même pas 30 ans et elle est déjà. Déjà elle se retrouve à l'ONU en plus pour faire un discours, c'est déjà pas rien. Ouais, c'est totalement ça. Et elle dirige depuis la campagne He for She. Et depuis, elle reste très engagée dans cette. Dans cette cause, et elle fait beaucoup de vidéos, de campagnes, franchement elle est très investie et c'est ce que j'aime chez elle en fait, c'est que c'est pas juste une actrice qui fait des films, elle fait des films et elle arrive à trouver le temps de s'instruire et de s'engager dans une cause qui est très importante aujourd'hui pour le futur. Elle a l'air très impliquée dans ses luttes et ça c'est admirable. Ce genre de personnes, c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup sur Terre et elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte aux femmes également, à travers ses discours, c'est admirable. Et bon, si vous voulez 2 anecdotes sur elle, donc récemment, elle s'est prononcée contre le Brexit, donc qui fait un peu polémique, et aussi elle est née à Paris, ce qui est assez surprenant, mais elle est restée 5 ans en France. Mais du coup elle dit que elle adorerait apprendre à parler couramment français, mais du coup c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'elle habite plus en France que du coup elle a perdu la langue et elle est déçue et elle aimerait bien l'apprendre. Ce qui est très, je trouve, très impressionnant et moi ça me flatte. On est en France. Imagine elle arrive et tu parles français. Salut Shannon. Ce serait waouh. Surtout que je suis fan d'Harry Potter, donc rencontrer une actrice d'Harry Potter, en plus. surtout Emma Watson, enfin pour moi Hermione Granger, la fille qui est courageuse et qui aussi est super intelligente, c'est genre mon modèle quoi, ça a été mon modèle toute mon enfance. C'est un modèle pour beaucoup de personnes. Hein. Mais donc voilà, c'est vrai que Emma Watson c'est quand même un exemple d'une actrice engagée et instruite et je trouve que ça peut être vraiment un modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui je trouve manque un peu de modèles, de vrais modèles qui guident les jeunes filles à devenir ce qu'elles devraient être ou ce qu'elles veulent être. En tout cas c'était fort intéressant. Et si Emma Watson tu devais regarder la vidéo, regarde-la s'il te plaît parce qu'on pense à toi et merci Shannon pour ce personnage que tu nous as présenté. Et ben merci à toi et merci à vous. Figurez-vous que Florian, ici présent, a encore lu un magazine. J'adore ça en fait, je préfère ça au livre. Non c'est pas vrai, j'ai beaucoup de magazines à lire vous savez. Si t'avais dit que tu préférais les magazines au livre, tu m'aurais déçu. Mais je l'ai pas dit, donc on oublie. Pas de soucis, en tout cas il va vous présenter le classement du Time Magazine des 100 personnes les plus influentes.
Alors bon, je vais quand même pas vous faire des 100 personnes parce que du coup on n'y serait pas, on n'aurait pas fini la vidéo je pense. Mais c'est vrai que dans cette édition 2016 du Time Magazine, sinon je te laisse montrer, il y a les 100 personnes les plus influentes. Alors c'est pas influentes dans le sens riche et donc j'ai du pouvoir, c'est par leurs idées, par leurs actions qui vont inspirer certaines personnes, des politiques, des artistes qui vont parler d'eux, parce que les personnes qui sont présentées sont racontées par ces personnes-là. Et je vais commencer par Moussi Zeraï. Alors je prononce peut-être un petit peu mal, je suis désolé. Et c'est donc pas moi qui vais le raconter, c'est le chinois Ai Weiwei. Donc c'est un artiste chinois qui va nous en parler. Il le qualifie de père des réfugiés. Alors on va comprendre un petit peu son histoire. Puisque Moussi Zeraï a quitté l'Érythrée à l'âge de 16 ans. Il arrive en Italie dans des conditions assez difficiles en 1992 et il aura la chance d'être accueilli par un prêtre qui va le loger. Et donc lui-même va finir par devenir prêtre, sous l'éducation je pense de la personne qui l'a accueilli. Il va passer sa vie et même encore aujourd'hui à aider les migrants à arriver en Italie, parce que c'est souvent la passerelle entre l'Afrique, c'est en Italie et la Grèce, mais c'est également l'Italie pour l'Europe occidentale. Ils vont leur garantir une insertion sociale, c'est-à-dire on va les loger dans des quartiers dans Rome par exemple, et pas dans des camps, d'accord, parce que quand on est dans des camps on est exclu, et ça c'est pas ce que Moussi Zeraï veut. Il veut les insérer plutôt que de les enfermer. Et pour lui, personne ne rentre illégalement. Si chaque personne va en Europe, c'est pour une raison. Ces derniers temps, c'est pour la guerre et les conflits qu'il y a au Proche et au Moyen-Orient. Et plus que ça, c'est un prêtre en fait qui est prêt à aider des rescapés. Il a un téléphone, son numéro il est diffusé sur toutes les ondes en Italie et même en Afrique. Chacun l'appelle pour lui demander de l'aide et il est prêt à tout pour les aider. Et moi ça, j'admire ces personnes là qui vont aider les autres. Puis admiratif. C'est vraiment incroyable, c'est une personne très altruiste. Exactement, je suis bien d'accord Shannon. Deuxième personnage, vous le connaissez j'espère, le pape François, qui est dans le Time Magazine également. Alors lui, son histoire et ce qu'il est raconté par le vice-président américain Joe Biden. Alors il faut savoir que le prêtre est né en 1936, donc il n'est pas tout jeune. Il n'est pas très vieux non plus. Il est né en Argentine, il est né en Argentine, d'où son espagnol, je crois que c'est espagnol là-bas qu'on parle. Alors au début, c'est assez atypique, il a été diplômé technicien en chimie avant. Il va se concentrer par la suite sur les lettres, sur la philosophie qu'il va finir par enseigner. Il sera ordonné prêtre en 1969, curé dans les années 80, il va devenir pape à partir de 2013. Alors pour Monsieur Biden, c'est un homme qui incarne les principes universels. Alors c'est tout pape doit incarner les principes universels, d'aider son prochain, d'aider chaque humain avec dignité. Alors l'illustration, c'est l'afflux des réfugiés, tout ce qui est attentat, et ben, il va parler, il va réagir là-dessus, il veut... Alors je crois qu'il a même accueilli des personnes au Vatican. Il a accueilli des personnes au Vatican, déjà. Ensuite, c'est un homme moderne, entre guillemets, ça je me rappellerai toujours, le premier message du pape François sur Twitter. C'est le premier pape branché sur internet. Alors son tweet, je le lis parce que je l'ai marqué, pardon. C'est: chers amis, je vous remercie de tout cœur et je vous demande de continuer à prier pour moi. C'est son premier tweet et il est devenu aussi très populaire grâce à ça, un homme moderne qui est connecté. C'est assez marrant et c'est une facette de sa personnalité qui fait que c'est un pape qui n'est pas comme les autres. Je vais terminer avec une dernière personne, donc une femme, pour changer un petit peu quand même. C'est Charlize Theron, je crois qu'on prononce comme ça. Donc ça c'est un entrepreneur américain qui va raconter son histoire. Il s'appelle Blake Mycoskie, alors c'est un créateur de chaussures, voilà, on va pas détailler là-dessus. Alors Charlize Theron, c'est une sud-américaine de 40 ans, c'est une actrice américaine assez connue là-bas. Elle est connue pour ses rôles dans Blanche-Neige et le Chasseur, Prometheus, mais elle est moins connue pour la cause qu'elle défend. Parce qu'en effet, elle est à la tête d'une organisation qu'elle a fondée, c'est le Charlize Theron Africa Outreach Project, où elle passe pas mal de temps à aider les jeunes africaines à lutter contre le VIH. Le VIH qui est quand même un fléau dans ce continent.
Oui, c'est vrai. C'est une personne, selon cet entrepreneur, qui est une personne sincère, qui va inspirer les gens. Elle est très souvent en Afrique du Sud. Elle passe plus de temps là-bas apparemment qu'aux États-Unis. Donc elle va aider les jeunes filles, elle va leur renseigner des choses, comment se protéger également. Elles aident les enfants à se construire intérieurement, à se sentir spécial, à avoir une estime d'eux. Et c'est vrai que Blake Mycoskie est admiratif de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Alors je pense que j'écrirai un avis plus détaillé sur ces personnages parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je les ai sélectionnés parce que ce sont des modèles pour leurs actions, pour ce qu'ils sont et pour le regard, enfin pour l'image qu'ils véhiculent à travers le regard d'autres personnes. Et j'admire beaucoup et je tenais à vous en parler. Bien, merci Florence, c'est encore une fois très intéressant. Je t'en prie Shannon. Voilà les amis, c'est la fin de ce 10e numéro et plus généralement de cette 2e saison de l'Hebdo des écrivains. Merci infiniment de l'avoir regardé, merci Shannon d'avoir été là avec moi, c'était un super plaisir, j'ai adoré. Et ben merci à toi aussi, c'est super sympa. Merci au propriétaire de l'endroit qu'on a pu utiliser pour filmer toute la saison. Et merci à Leïla qui est derrière la caméra. Tout au fond, salut Leïla. Salut. Ouais, salut. Alors bon, après vous connaissez le topo pour suivre l'actualité de la page, Facebook, Twitter, Instagram, c'est dans la description. Voilà, vous avez qu'à y aller et voilà, on était très contents. Ouais. C'était une très belle saison et on se retrouve très vite. Shannon, t'as pas chaud toi? Non, ça va. Tranquille. Sûr. Ouais, sûr. A bientôt sur Instinct d'écrivain. Ah putain, elle est froide hein. Oh mon dieu. Ciao. Wouh. T'as bavé? Il a morvé. Ah. Comment t'es belle, toi. Tout à l'heure, il m'a postillonné dessus. On reviendra à Noël de toute façon.